tous, dans cette nouvelle vidéo de Professeur Pro, nous allons parler des atomes et des ions. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé du modèle standard et des 4 forces fondamentales de l'univers. Je suis désolée car j'ai oublié une précision. Je vous ai dit que le modèle standard comportait des particules élémentaires. Mais qu'est-ce que c'est une particule élémentaire? Alors je suis désolée de l'avoir oublié. Alors une particule élémentaire, c'est une particule qu'on ne peut pas diviser. C'est-à-dire, ils sont tellement petits qu'on ne connaît pas leurs composants. Peut-être dans les années à venir, on va voir de nouveaux particules élémentaires. Donc, dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de ça. Quand on prend la main, on zoome, on voit des cellules. On zoome encore, on voit des molécules. On zoome encore, on voit des atomes. Alors, un atome, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un noyau composé d'électrons qui tournent autour. Comme ceci, on a un noyau ici et on a 2 électrons qui tournent autour. Qu'y a-t-il dans ce noyau? Il y a des protons et des neutrons. Voici par exemple l'hélium 3 que j'ai représenté ici, qui a 2 protons et un neutron. Donc, voilà le noyau toujours positif et les électrons négatifs qui tournent autour. La somme des protons et les électrons, ils doivent être toujours il y a toujours la même composition, c'est-à-dire s'il y a 2 protons, il y a obligatoirement 2 électrons. Ça, c'est pour un atome. Donc, voilà. Mais pour ceux qui disent que cette représentation n'est pas une bonne, je pense que vous avez raison. Enfin, même pour l'instant, c'est raison. Alors, je vous explique cette histoire. En 1913, Niels Bohr a déduit que les électrons tournent autour du noyau sur des niveaux d'énergie. Donc, 1, 2, etc. Donc, il a introduit le premier nombre de la physique quantique. Des années plus tard, en 1916, Arnold Sommerford, il a introduit 2 autres nombres. Le nombre elliptique et le nombre qui peut changer de direction. Dans les années 1930, Erwin Schrödinger, qui était un mathématicien et astronome autrichien, a déduit que les électrons ne tournent plus sur des niveaux d'énergie, mais sur des orbitales, car on ne connaît pas vraiment la position de l'électron. Voici ces orbitales, enfin je les ai juste dessinées comme ça, mais voilà, on ne sait pas vraiment à quoi ça ressemble. Donc un électron, en fait, il ne se trouve pas, dans les choses quantiques, on ne dit pas il est là, d'abord. Il est n'importe où. Donc il a plus de chances d'être ici que d'être là. Donc les chances ici sont très faibles. Il a plus de chances de se mettre là. Alors pour les orbitales, voici la preuve. Devant nous, on a un écran. Avec un mur. Et un lanceur de pistolet. Enfin, un lanceur. Alors l'écran, ce qu'il a de particulier, c'est que, par exemple, quand une balle de fusil, par exemple là, les balles de fusil, on va les lancer, ils vont toutes rebondir entre le mur. Ils vont toutes rebondir. Donc, on met une fente pour être joli, pour que l'expérience tourne. Et les balles de fusil vont aller comme ceci. Alors l'écran, ce qu'il a de particulier, c'est que quand la bille de fusil, il touche l'écran, il met la position. Donc à la fin, on obtient ceci. Avec 2 fentes,
ce qui est logique, c'est de voir deux fentes apparaître. Ouais. Ça, c'est avec les balles de fusée. Tentons avec des ondes, des vagues, par exemple. Avec la première fente, les ondes se propagent, touchent l'écran et deviennent de plus en plus intenses, dont on voit que cette grosse partie a plus d'intensité que les autres. Donc ça, c'est avec une fente. Et avec deux fentes alors, avec deux fentes, les ondes se propagent sur les deux fentes, ressortent des deux côtés et interfèrent. Il y a deux cas de possibilité. Soit deux grosses ondes, deux ondes hautes, font une grosse bosse, soit deux ondes qui ont les bosses opposées s'annulent et forment une onde plate. À la fin, on obtient un patron d'interférence comme ceci. Il se propage ici, comme ceci. Donc ça, c'est avec les ondes. Tentons avec de la lumière. Ça, c'est l'expérience de Young, qui était un astronome américain, je pense. Ou plutôt, tentons avec des électrons. C'est mieux ça. Avec une fente comme les billes, puisqu'ils sont des atomes de matière. Seulement une tranche. Avec deux fentes, normalement, deux fentes devraient se faire. Eh ben non, c'est un patron d'interférence que nous voyons. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'électron, il n'a pas vraiment de position. Donc le terme, il n'existe pas, on peut dire. C'est seulement quand l'écran le voit, donc quand l'électron touche, qu'il en définit la position exacte. Voyons ça de plus près. Les électrons se comportent comme les ondes. Ils passent par les deux côtés à la fois. Et quand ils touchent le mur, il devient une particule. C'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Les ondes se propagent quand on l'observe. L'électron, il est obligé d'avoir une position. Donc, il peut être dans un noyau, il peut être partout à la fois. Ouais, ça c'est très étonnant, mais pourtant, dans les vagues, il y a de l'eau partout. Et là c'est pareil. Il passe par les deux côtés à la fois. C'est pareil que il y a des eaux dans les vagues. Il y a plein d'eau. Il y a plusieurs eaux dans les vagues. Ouais, il y a plusieurs. Ouais. Il y a beaucoup d'eau dans les vagues, hein. Il n'y en a pas qu'une seule. Bon. Revenons aux choses sérieuses. La chose très étrange du monde quantique, c'est que quand on observe l'électron, il est obligé de devenir une particule, car on l'observe. Donc, il ne passe pas par les deux côtés à la fois, mais par les deux. Donc, à la fin, on obtient un patron de deux tranches. Très étonnant. Ça, c'est les mystères de la physique quantique. Mais revenons sur les atomes. Donc, on le sait, le noyau, il est composé, par exemple ici, l'hélium 3, il est composé de 2 protons et d'un neutron, auxquels gravitent des électrons. Moi, je l'ai mis sur des niveaux d'énergie, hein. C'est pas grave. On peut les mettre comme on veut. Pour dessiner, c'est comme ça, mais pour la vérité, c'est pas comme ça. Bon, on a notre noyau positif, car les neutrons sont électriquement neutres, et les électrons négatifs.
quand 2 protons de charge positive et 2 électrons de charge négative, ils ont toujours les mêmes, c'est pour que l'atome soit électriquement neutre. Mais imaginez qu'un autre atome ou autre chose vient percuter et enlève un électron. Non, on sait. Bon, tentons avec du calcium. Donc, on a 20 protons. Alors, comme moi, j'ai pas envie de mettre 20 protons, tout ça, je vais en mettre seulement certaines, pas 20. Donc, ici, on a les orbites. Quand, par exemple, une chose, par exemple, un atome, vient percuter cet atome et lui arrache 2 électrons, et ben, l'atome de calcium se transforme en ion. Un ion est un atome qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons, toujours positifs ou négatifs. Donc là, on note Ca, le calcium, 2+, car il a 2 charges positives en excès, car il a perdu 2 électrons, donc 2 charges négatives en moins. Voilà. Ça, les ions positifs, on les nomme cations. Tentons avec l'ion chlorure. Donc, il a 17 protons et 17 électrons. Donc, j'en mets plusieurs. Si, il peut arriver que un atome ou quelque chose le donne un électron, pardon. Donc là, il y a un excès d'une charge négative, donc on nomme Cl, chlorure, et moins. Donc, parce qu'il a un excès de charge négative. Donc, c'est pour les ions. On le note anion. Il s'appelle anion. Donc, voilà. Et maintenant, nous allons parler des solutions ioniques. Qu'est-ce que c'est? Prenons un ion polyatomique. Mais avant de parler des solutions ioniques, parlons des ions polyatomiques, que je vais vous parler maintenant. Un ion polyatomique est un groupement d'atomes ayant gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. C'est une molécule, on peut dire. Donc, prenons l'ion sulfate, par exemple. SO4 2-. Alors, il peut paraître un peu difficile à comprendre au début, mais pas de panique. Un S, c'est l'atome de soufre. O4, c'est-à-dire il a 4 atomes d'oxygène. 2-, donc, il a 2 électrons en plus. Donc, un excès de 2 électrons. Donc, parlons des solutions ioniques. Prenons par exemple du sel de cuisine. Alors, on prend de l'eau et on met du sel de cuisine. Alors, on obtient du chlore, du chrome plutôt. De chlore, je sais pas, oui, chlore, je pense, oui, c'est ça, du chlore, et du sodium. Donc, ils sont tous les deux en ion.
Donc, Cl- et Na+. Mais, moins et plus, ça fait 0. Et bah c'est ça, une solution ionique. Une solution ionique est un ensemble de deux ions qui forment toujours une chose électriquement neutre. Donc, ici, le sel de cuisine, on le dissout dans l'eau, on mélange, on obtient de l'eau salée avec du chlorure, Cl-, ion chlorure, ion sodium, Na+. Donc, quand on mélange les deux, il devient électriquement neutre. Donc, ça donne du sel 0. Enfin, je note comme ça, hein, c'est pas grave. Donc, du sel 0. Donc, parce qu'il a mélangé moins plus, ou moins plus égale 0. Par exemple, plus 1 moins 1, ça fait 0. Là, c'est pareil. Une solution ionique, et je le répète, une solution ionique est une solution comportant deux ions, souvent dissous dans l'eau, qui donnent deux ions qui sont électriquement neutres. Ils sont mélangés. Voilà. Ça, c'est pour les solutions ioniques. Alors, si cette vidéo, elle vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne. Mettez un petit pouce bleu m'aiderait, s'il vous plaît, parce que votre soutien, il m'encourage à faire des vidéos. Et n'oubliez pas que la curiosité est toujours la meilleure des qualités.